Jusqu'à 13h, Côte-Nord. Attitude. Côte-Nord. Côte-Nord. Attitude. Bon mercredi midi tout le monde et bienvenue à notre émission d'actualité et d'affaires publiques à Pure FM. Mon nom est Jean Saint-Pierre, j'anime l'émission Côte-Nord Attitude sur les ondes du FM 94. Ce mercredi midi et tous les mercredis, je suis en compagnie de Valérie Dionne de notre émission Il y a des matins. Bonjour Valérie. Allô Jean. Bienvenue à notre émission d'actualité ce midi. Merci beaucoup. Et puis ce midi, on a plusieurs sujets, quelques entrevues préenregistrées. C'est un peu malheureux. Des fois, on aime mieux faire du direct, mais on n'a pas toujours le choix. Hein? C'est laissé à la liberté de nos invités aussi. On va parler météo aujourd'hui. C'est un jour de pluie, mais l'été devrait se prolonger selon l'aperçu de l'automne de Météo Média. On nous a délégué le chef d'équipe chez Météo Média, Monsieur André Monette, météorologue, sera avec nous dans quelques instants au FM 94. Et tu sais, Jean, moi, j'attends toujours ça, ces prévisions pour le long terme. Qu'est-ce qu'on nous prévoit pour l'automne? Qu'est-ce qu'on nous prévoit pour l'hiver? J'aime toujours ça. Puis ça fait des belles discussions de machine à café aussi, la météo. C'est vrai? Faut bien comprendre qu'on reste dans les tendances. Hein? On tient pas tout à fait les mêmes propos quand on parle de prévisions à long terme sur 3 mois. Là. J'ai demandé au monsieur de nous donner la date de la première neige à cette île, puis il a quand même répondu assez bien. Il s'est mouillé un peu quand même. Et puis, on va parler aussi de politique au niveau de la municipalité régionale de comté. On fait un peu de la politique dans l'ombre à la MRC de Sept-Rivières. Tu vois, moi, je savais même pas que ça voulait dire ça, municipalité régionale de comté, oui, MRC. Je savais même pas qu'est-ce que ça voulait dire MRC. C'est des créatures du gouvernement du Québec qui gagnent en importance quand même là depuis 1 an et demi, depuis qu'on a aboli la conférence régionale des élus. Ici, on a une petite MRC en termes de nombre de villes, assez facile à gérer. Il y a seulement 2 villes. Si je chicane, il y a comme pas de décision, tout simplement. Alors, Sept-Îles et Port-Cartier sont regroupés au sein d'une seule et même MRC de Sept-Rivières, qui a quand même un budget de 4 millions de dollars. C'est le directeur qu'on va recevoir, Alain Lapierre. Ça fait que quand on y pose des questions un petit peu trop politiques, Valérie, il faut qu'il patine. Ben, c'est correct. Et il est bon patineur, ça fait que vous allez voir ce que ça donne en entrevue vers 12h25. Monsieur Alain Lapierre nous parle des programmes et de la mission de la municipalité régionale de comté. Toi, tu reçois quelqu'un de l'Association du cancer de l'Est vers 12h35. Tout à fait. Donc, Nancy Renaud, qui est directrice des services par intérim, sera avec nous ce midi parce que demain, il y a une porte ouverte aux locaux de l'Association du cancer de l'Est du Québec à Sept-Îles parce que on connaît l'association, on sait qu'elle est basée à Rimouski, on sait qu'elle dessert toute l'Est du Québec, on sait qu'il y a un défi tête à prix à chaque année, mais on sait peut-être pas qu'il y a des locaux justement qui sont basés ici, et c'est au MOXI, donc à la Maison des organismes communautaires de Sept-Îles qu'elle se trouve, et demain on invite toute la population à venir rencontrer les gens qui y travaillent, les bénévoles, les services qui sont offerts aussi, parce qu'il y a plus de services qu'on pense qui sont offerts ici même à Sept-Îles, donc on va pouvoir en savoir un petit peu plus tantôt avec Madame Renaud. Eh bien, malheureusement, il y a plus de monde qu'on pense qui vivent avec le cancer. Des fois, c'est des services qu'on a besoin quand c'est pas nous qui a la maladie, mais quelqu'un de notre entourage, notre conjoint, des enfants, nos parents. On a besoin d'informations et d'aide. C'est pour ça que ces organismes-là sont là. Bien gentil, Madame Renaud. Aujourd'hui, Nancy Renaud, elle sera avec nous en direct vers 12h35-40. On a aussi une chronique économique à vous offrir en fin d'émission. C'est que Développement économique Sept-Îles offre gratuitement une conférence intitulée « Entreprendre à 50 ans, est-ce possible? » Je me sens un petit peu concerné, moi. C'est une conférence prévue le 27 septembre. Une spécialiste a étudié le phénomène émergent des gens qui partent en affaires, une première entreprise après l'âge de 50 ans. C'est de plus en plus encouragé et au Québec, on voit ça de plus en plus souvent. Madame Dominique Biron sera avec nous pour la chronique économique en fin d'émission. Paul Lavoie de Développement économique Sept-Îles participe également à cette chronique radiophonique sur nos ondes. Voilà pour le contenu de Côte-Nord Attitude de ce midi. Avant cette série d'entrevues, on vous propose à l'instant un bulletin d'information régionale. Actualité Pure FM.
Eh bien, le chef du conseil de bande d'Ouachatmac-Maliotenam, Mike McKenzie, ne pourra subir son enquête préliminaire avant février 2017, alors qu'il fait face à des accusations d'agression sexuelle sur une mineure. La défense a déposé une demande ce matin pour la tenue de la procédure, mais comme la victime est enceinte, le dossier ne pourra pas avancer avant plusieurs mois. Selon un certificat médical déposé par la couronne, la plaignante ne sera pas apte à se présenter en cours avant le 16 février 2017. L'avocat du chef, maître Jean-Luc Desmarais, a rappelé que comme son client occupe un poste public, il souhaite faire avancer le dossier rapidement et que dans leur cas, ils sont prêts à procéder dès maintenant si possible. La Cour avait 3 dates disponibles à partir de janvier 2017 pour entendre l'enquête préliminaire qui a finalement été fixée au 17 février 2017. Le procureur de la Couronne a fait savoir qu'il n'était pas d'accord avec cette date qui tombe 2 jours après l'accouchement prévu par la plaignante. Il a fait appel au gros bon sens de la juge qui a choisi de maintenir sa décision en fonction de l'information contenue dans l'avis médical. Le Fonds de développement des territoires de la MRC de Cette-Rivière a permis des investissements de plus de 876 000 $. La MRC a hérité de nouvelles compétences du ministère des Affaires municipales du gouvernement du Québec après l'abolition de la Conférence des élus. La MRC, qui regroupe les villes de Sept-Îles et Port-Cartier, a disposé de 1,3 million de $ en un an pour différents projets structurants. Elle a financé en partie les 2 corporations de développement économique, l'Éco-Patrouille et le transport collectif, ainsi que plusieurs projets, notamment auprès de la station de ski Galix, le comptoir alimentaire de Sept-Îles et la maison de la famille de Port-Cartier. La MRC de Cette-Rivière dispose encore de plus de 1,3 million de $ pour l'année en cours. Météo Média a publié hier son aperçu de l'automne. Pour Sept-Îles, Port-Cartier, l'été se prolonge pour quelques jours avec des températures au-dessus des normales saisonnières. Par contre, les précipitations attendues dans le corridor allant de la baie James à la Basse-Côte-Nord se situent au-dessus des normales de saison. La grande variation des températures en automne est inévitable pour une région nordique comme la nôtre. Selon le météorologue André Monette, le temps froid n'est pas prévu avant novembre chez nous. Le chef d'équipe chez Météo Média risque une prévision à plus long terme pour Sept-Îles, Port-Cartier. La tendance pour l'instant, ce serait qu'on aurait un hiver plus normal, plus typique, donc beaucoup moins doux que l'hiver dernier où on avait eu un hiver pratiquement record pour la région de la Côte-Nord. Donc ça ressemblerait plus à l'hiver 2013 ou 2014 où le froid avait plus dominé que les périodes de redoux. Plus de détails dans quelques instants. Il sera avec nous le météorologue André Monette à Côte-Nord Attitude. La première neige est arrivée en moyenne à Sept-Îles le 8 octobre au cours des 50 dernières années. Le spécialiste de Météo Média croit qu'elle sera un peu en retard, une semaine ou 2 en retard cet automne. L'économiste de l'Université du Québec à Chicoutimi, Marc-Urbain Proulx, croit que le contexte sera bientôt favorable à la réalisation de la phase 3 de l'aluminerie Alouette à Sept-Îles. Il calcule que la demande mondiale pour l'aluminium primaire va augmenter de 60% d'ici 2030. La forte consommation américaine d'aluminium se poursuit alors que les États-Unis ferment ces alumineries énergivores. Selon l'expert Marc-Urbain Proulx, il y a de la place pour tous les projets d'expansion au Saguenay et sur la Côte-Nord où on produit beaucoup d'énergie. D'abord, la phase 3 de cette île, vous allez l'obtenir. On ne sait pas quand, ça veut dire dans quelques mois. Bon, mais vous allez l'obtenir parce que la compagnie en question va réagir vis-à-vis le marché américain. Et on va obtenir aussi des investissements au Saguenay-Lac-Saint-Jean. L'affaire, c'est qu'il faudrait même avoir une alliance entre la Côte-Nord et le Saguenay-Lac-Saint-Jean pour ne pas que les alumineries futures qui vont venir au Québec au cours des prochaines décennies aillent s'établir loin de la source de production hydroélectrique. L'économiste de Chicoutimi, Marc-Urbain Proulx, croit que la vraie compétition pour l'aluminium du Québec vient de la Chine et des Émirats arabes. Voilà, ça complète ce bulletin d'information régionale. Attitude. Aluminerie Alouette présente. Tous les lundis, mercredis et vendredis à 11h23, Aluminerie Alouette offre un temps d'antenne aux organismes qu'elle soutient par le biais d'entrevues consacrées à la promotion de leurs activités. Que ce soit au niveau communautaire, environnemental, culturel ou sportif, tous les lundis, mercredis et vendredis à 11h23. Aluminerie Alouette, engagée dans son milieu, présente.
Olivier Chrysler Sept-Îles, votre concessionnaire Chrysler, Dodge, Jeep, Ram et Fiat, vous présente la liquidation finale des modèles 2016. Obtenez 0% sur le financement jusqu'à 84 mois et jusqu'à 12 000 $ de rabais sur modèles sélectionnés. De plus, sur tous nos modèles 2016 en inventaire, nos employés vous offrent le programme Ambassadeur. Vous payez ce que nous payons. Faites vite, cette offre est valide jusqu'au 30 septembre seulement. Olivier Chrysler, 119, Monseigneur-Blanche. Jusqu'à 13h. Côte-Nord. Côte-Nord. Attitude. Pure FM 94. Météo Média publie son aperçu de l'automne. On va traduire l'information pour notre belle région avec André Monette, qui est météorologue et chef d'équipe chez Météo Média. Bonjour, Monsieur Monette. Bonjour à vous. Monsieur Monette, les températures au-dessus de la normale, c'est un petit peu, est-ce qu'on pourrait s'attendre? Déjà, on sent que l'été se prolonge un petit peu à cette île Port-Cartier actuellement, là. Oui, vous avez pas tort. On a eu un belle fin d'été dans la région. On a fini l'été en force, en fait, avec des températures assez agréables. Vous avez fini quand même l'été dans les normales de saison parce que la première moitié de l'été avait été un peu plus fraîche. Pourri même, oui. Beaucoup, la chaleur avait été très discrète, mais au moins le mois d'août avait été bien. Et là, oui, ça se continue au mois de septembre. On prévoit quand même des températures au-dessus des normales pour cette île Port-Cartier. Surtout pour septembre-octobre, on aurait des températures plus près des normales pour le mois de novembre. Mais si on fait la moyenne des 3 mois, on serait au-dessus des normales. Au cours de l'été, je sais pas si vous avez vérifié pour chez nous, là, on n'a pas vu de grosse chaleur, hein, du 28, 29, 30, j'ai pas vu ça cet été. Il y a quand même eu des belles journées, mais pas des grosses chaleurs. Les records étaient pas là. Non, tout à fait. Il n'y a pas eu aucun record de chaleur à cette île. Plus haute température, 25 degrés au mois d'août. Et à date, vous avez eu du 22 degrés en septembre. C'est pas les grosses chaleurs, mais au moins, vous avez quand même eu des belles journées, surtout la première semaine de septembre. Oui, il y a eu des belles journées. Les gens à Montréal s'en plaindraient de ce qu'on a connu, mais nous autres, on est quand même habitués, on s'en accommode assez bien. On a eu moins de précipitations aussi, ça fait que ça compense des fois. Oui, c'est ça. C'est sûr qu'il y a eu des journées très pluvieuses là, qui font que les totaux des 3 mois sont quand même près des normales, mais effectivement, vous avez eu quand même des belles journées. Et c'est ça. Là, on prévoit pas de période de temps frais dans les prochaines semaines, donc on va pouvoir continuer à en profiter avec nos activités extérieures. Oui, la saison de la chasse qui s'en vient chez nous, c'est bien populaire. Le monde se ramasse dans les chalets, puis surtout dehors pour surveiller le rogneau, entre autres. Par contre, du côté des précipitations, là, je voyais dans votre aperçu pour l'automne, justement, qui couvre septembre, octobre, novembre, on parle du corridor allant de la baie James à la basse Côte-Nord. Il pourrait y avoir un peu plus de précipitations que la normale. C'est pas mal chez nous, ça, de la baie James à la basse Côte-Nord. Oui, cette île, vous êtes à la limite, mais si on s'en va plus vers le Havre-Saint-Pierre, Natashquan, là, oui, on est plus dans un régime où il va avoir davantage de précipitations, mais ça ne veut pas dire qu'il va y avoir des précipitations nécessairement plus souvent, mais quand il va en avoir, il va y avoir vraiment beaucoup de précipitations. Cette île, vous êtes à la limite, donc je vous dirais que vous allez avoir des précipitations dans les normales de saison. Là, présentement, ce mois-ci, ça va quand même bien. Là, vous avez eu quand même 2 journées seulement avec des précipitations, donc vous êtes dans un corridor un peu plus actif au niveau des dépressions, donc il faut quand même s'attendre à plus de précipitations qu'une région, par exemple, comme Québec. On le retrouve sur le site internet météomédia.com /automne, l'aperçu pour les 3 prochains mois. Faut bien comprendre qu'on donne plus des tendances, là. C'est différent de quand on regarde votre site internet pour regarder les prochains jours, les prochaines heures, là. Oui, c'est ça. Une prévision, on peut y aller plus en détail. Là, c'est vraiment un aperçu. Donc, comme vous avez dit, c'est une tendance et il faut quand même penser que ça reste une simulation dans le futur des 3 prochains mois. Donc, tu sais, une journée, il peut faire plus doux, une journée, il peut faire plus froid. Mais quand on fait la moyenne de toutes les journées, on pense quand même que les températures vont être plus élevées. Et on ne voit pas, comme je vous ai mentionné, de températures fraîches là, pour les prochaines semaines. Donc, on reste dans un patron de début d'automne, au moins jusqu'à la fin du mois. Là. On reste prudent dans les propos. Si je vous pose une question concernant l'hiver, au-delà de 3 mois, on n'est pas encore rendu là, technologiquement, au niveau des sciences, là, de la météorologie. C'est sûr que pour l'hiver, comme vous dites, c'est dans 3 à 6 mois. C'est quand même loin. Les modèles, quand même, font la simulation. Est-ce que la simulation est quand même a une valeur appréciable? Je voudrais
plus on s'éloigne, plus les risques de se tromper sont importants. La tendance, pour l'instant, ce serait qu'on aurait un hiver plus normal, plus typique, donc beaucoup moins doux que l'hiver dernier, où on avait eu un hiver pratiquement record là, pour la région de la Côte-Nord. Donc, ça ressemblerait plus à l'hiver 2013 ou 2014, où ça avait été le froid avait plus dominé que les périodes de redoux. Si je vous pose une question précise pour un concours à la radio là, concernant la première neige, de mettre une date là-dessus, votre réponse va être aussi aléatoire, même si vous êtes météorologue, hein? On n'est pas capable de mettre une date précise sur une première neige en un lieu précis comme cette île. Exact, mais ce que je peux dire à vos auditeurs, c'est que la première neige, normalement, se situe autour du 8 octobre pour cette île. Et comme on prévoit pas de temps froid nécessairement, moi, si j'avais à mettre un 2$ là-dessus, je le mettrais plutôt à la mi-octobre. Donc, après, autour du 15-20 octobre, c'est là qu'il y a le plus de chances d'en avoir, parce qu'avant ça serait difficile. Pour avoir de la neige, il faut quand même que les températures soient froides. Le 8 octobre pour cette île, ça c'est la moyenne, quoi. On tient des statistiques depuis au moins 50 ans dans une région comme ici, où il y a un aéroport important, là. C'est là que sont les équipements. Tout à fait. Depuis au moins 50 ans, donc les moyennes sont quand même véritables, là. Donc, pour l'aperçu de l'automne, là, pour les amateurs de chasse, les marches pour voir les changements de couleur dans les feuilles, les amateurs de plein air, c'est quand même des belles journées qui s'en viennent. Oui, tout à fait. C'est vraiment, on n'a pas de gros système, gros blocage météo qui va nous donner du temps gris pendant plusieurs jours. Oui, il peut y avoir une journée de précipitation, mais après ça, on prévoit des belles journées. Donc, faut en profiter quand il y a du soleil. Il faut que ça tombe pendant nos congés, malheureusement, là, mais il y a quand même, j'ai quand même de l'optimisme pour les prochaines semaines. En tout cas, sur votre site Météo Média, là, nous, on utilise beaucoup les prévisions à court terme. C'est très efficace, là, surtout quand on va voir à l'intérieur de 24 heures. On est maintenant presque capable de cibler un lieu aussi, là. Quelqu'un qui veut savoir dans le secteur de son chalet ou dans son territoire de chasse quelle température il va faire dans un jour ou deux, on est capable d'aller chercher ça quand même, assez précis. Oui, on utilise plusieurs sites d'observation et on fait une interpolation. Dans le jargon météo, on appelle ça comme ça, et ça nous permet justement de pouvoir donner une prévision détaillée pour chacune des régions. Donc, il va y avoir une différence entre Port-Cartier et Sept-Îles, par exemple, et Sept-Îles et Havre-Saint-Pierre. Ça sera pas une prévision pour toute la Côte-Nord, qui est une région assez grande. Donc, c'est ce qui est intéressant avec notre site Internet à Météo Média. Eh bien, Monsieur André Monette, météorologue, chef d'équipe chez Météo Média, un gros merci d'avoir pris du temps pour nous transmettre votre aperçu comme ça des 3 prochains mois. Ça fait plaisir. Passez une belle journée. Merci. Côte-Nord. Attitude. Pur FM 94.1. Le froid, la neige, la noirceur, la glace noire, le facteur vent, la slush, le pelletage, les tucs, les foulards, les mitaines, la grippe, les nez bouchés, les lèvres gercées. L'hiver s'en vient. Mais c'est pour ça qu'en ce moment, Nissan vous donne des pneus d'hiver sans frais avec la Micra offerte à partir de 9 988 $ à l'achat. Des pneus d'hiver sans frais et une Micra, ça aide à faire passer la pilule. Des conditions s'appliquent, détails chez votre concessionnaire Nissan. Bon, ma petite dame, ça, c'est votre contravention pour votre excès de vitesse. Ah, c'est bien cher. Hey, serais-tu OK avec vous si je payais 50% à la place? Ouais? Non? Non? Cette petite dame est en fait une habituée de la boutique Attraction. Seulement hier, elle s'est offert un forfait aventure qui va vite à 50% du prix régulier. Toujours un minimum de 50% sur tout. Boutiqueattraction.com. Des offres exceptionnelles, sans exception. Boutique Attraction, hein? Allô, ici Donald. Je vous invite tous les samedis dès 8h pour le 8 à 10 classique, émission dans laquelle je vous ferai tourner les meilleures chansons des années 60 à 90, tant anglophones que francophones. Donc, c'est un rendez-vous à ne pas manquer tous les samedis dès 8h. Je vous y attends. À bientôt. Pur FM 94.1. Jusqu'à 13h. Côte-Nord. Côte-Nord. Attitude.
La MRC a financé plusieurs initiatives depuis la mise en place d'un nouveau pacte fiscal avec le gouvernement du Québec. On sait qu'après l'abolition des conférences régionales des élus, dont celle de la Côte-Nord, nos MRC gèrent notamment un fonds de développement des territoires. On va en parler avec le directeur général de notre municipalité régionale de Comté qui regroupe Sept-Îles et Port-Cartier, Alain Lapierre. Bonjour. Bonjour, merci pour l'invitation. Alain, on parle dans un communiqué, là, on fait un peu le bilan de tout ça. Là. On pourrait rappeler d'abord le pacte fiscal, l'abolition des CRE. Ça a un peu changé la mission, la donne pour votre organisation. Ben effectivement, en 2015, le gouvernement du Québec a décidé de donner beaucoup plus de latitude au MRC à une demande qui venait du monde municipal d'avoir une autonomie et qu'on n'ait pas des modèles mur à mur sur l'ensemble du Québec. Et la mise en place de ce fonds-là, le Fonds de développement des territoires, donne toute la latitude nécessaire aux milieux même, qui sont les MRC, d'établir les priorités sur son territoire. Ça vous donne un rôle politique plus important, là. Toi, ça a l'air que tu fais plus de politique depuis que tu n'es plus conseiller municipal, mais directeur général de la MRC. Ben, c'est un peu plus facile parce que notre rôle, effectivement, c'est de la coordination avec les deux partenaires. Dans notre cas, on a une MRC à Deauville, c'est simple. C'est des gens qu'on côtoie tous les jours, qu'on partage la même vision. D'autres MRC, c'est un peu différent. Eux, ils sont composés peut-être de 15 villages. Nous, en ayant Deauville-Centre, le travail est plus facile. Mais le fait que la MRC a nettement beaucoup plus de pouvoir, on est vraiment le bras droit maintenant du gouvernement pour les actions qui se passent sur notre territoire. Il me semble qu'avec votre rôle politique, votre mission, la présence des deux maires, c'est eux autres qui décident. J'imagine il y a quelques conseillers aussi. On n'entend pas parler de vous autres souvent, hein, Valérie? La MRC de Sept-Rivières, on voit qu'il y a de plus en plus de budget, mais on n'entend pas parler de vous autres souvent. On travaille dans l'ombre beaucoup, quoi? Ben, du côté de la MRC, à toutes les fois qu'on a une nouvelle responsabilité que le gouvernement du Québec ou un ministère veut négocier avec nous, la première question qu'on se pose, est-ce que ça devrait être un rôle qui relève de la MRC ou on transfère cette responsabilité-là à nos municipalités? Le meilleur exemple, c'est en développement économique. On a signé une entente avec les deux corporations de développement économique. Selon le pacte fiscal, c'est la MRC qui a le pouvoir au niveau du développement économique sur sa région, mais nous, on a déjà des structures en place. Pourquoi refaire des structures? Les coupures de budget, c'est un peu ça. Le ménage que le gouvernement libéral a fait, c'était d'éliminer les structures pour qu'il y ait plus d'argent en bout de ligne au niveau des utilisateurs. Et c'est exactement ce qu'on fait. Nous, on signe des ententes avec les gens du milieu qui ont les compétences et on gère les budgets. Donc, la mission claire d'une MRC, là, qu'est-ce que ça mange en hiver une MRC finalement? Notre responsabilité initiale, c'est l'aménagement du territoire. Mais l'aménagement du territoire, c'est vaste. Toutes les conformités au niveau des schémas d'aménagement par rapport aux municipalités, leur réglementation municipale, tout doit passer par nous. On est le palier de gouvernement qui fait je peux utiliser le terme, le buffer entre le gouvernement et les municipalités. C'est un palier de l'ombre quand même. Ça reste que ça doit être parce que les maires, il y a pas assez de chicanes entre vos élus finalement. On rame dans le même sens à Port-Cartier, Sept-Îles. C'est quand même un endroit de concertation où on peut s'entendre sur bien des dossiers aussi, là. C'est exactement la bonne place et c'est la mission de la MRC de jouer un rôle rassembleur au niveau des municipalités qui la composent. La nôtre est relativement facile parce qu'il y a 2 municipalités depuis les fusions de 2003, mais parfois on a des bonnes discussions, mais le fait que notre MRC, pour qu'un dossier passe, contrairement à tous les autres conseils municipaux, on doit avoir un vote unanime chez nous et la MRC est composée de 5 représentants, 2 représentants de Port-Cartier, 2 de Sept-Îles et un préfet qui est nommé entre les 2 maires. Donc, on respecte pas le poids démographique de chacun. Sept-Îles, c'est plus gros de Port-Cartier. Des fois, ça peut vouloir tirer à couverte un peu plus d'un bord que de l'autre. Les deux ont exactement le même poids. En termes de décision, le fait qu'il soit unanime, aussitôt que j'ai un représentant soit de Sept-Îles ou de Port-Cartier qui vote contre, le dossier ne passe pas. C'est d'ailleurs pour ça qu'on parle pas beaucoup de la MRC. Nos séances publiques, contrairement aux 2 municipalités, sont très tranquilles. Parce que si le dossier est à l'ordre du jour, habituellement, c'est à cause qu'il va bien. Il y a des beaux dossiers conjoints pour Sept-Îles et Port-Cartier. On pense entre autres dans l'histoire là à la station de ski Galix. Si on n'aurait pas eu une MRC, on n'aurait pas de ski à Sept-Îles, Port-Cartier. Ben, c'est un peu ça. La station de ski, c'est un équipement supralocal. Si vous voyez dans la reddition de compte qu'on vient de faire au niveau du fonds de développement, il y avait un investissement de 25 000 par année qui était par la MRC, qui était complémentaire au budget des 2 municipalités, qui permettait de faire de l'acquisition de petits équipements, motoneige, 4 roues, ces choses-là, qui les aidaient. Mais éventuellement, avec le renouvellement de l'entente qui s'était terminé cette année, avec le projet de chalet, le fonds de développement des territoires, d'ailleurs, les élus l'année passée ont passé une résolution donnant une mise de fonds de 300 000 $ dans le dossier du chalet. Ça, c'est de l'argent qu'on a été chercher justement avec le fonds de développement des territoires qui réduit le fardeau fiscal des 2 municipalités. Ce fameux fonds de développement du territoire,
verse quand même 1,3 million de dollars. C'est pas l'ensemble de votre budget, ça, c'est un programme précis où on peut aider des initiatives du milieu. Le budget de la MRC, quoi, ça tourne autour de 3-4 millions par année, quoi? 4 millions, vous étiez pile dedans. Le fonds, qu'est-ce qui nous permet, on a mis en place la flexibilité du fonds, c'est nous qui déterminons les modèles, les programmes, les critères. On a la totale flexibilité d'adapter les sommes d'argent au programme. On a trop entendu souvent dans le passé, les gens appliquaient sur des programmes, ça me touche pas ou c'est trop compliqué. Nous, on essaye de rendre ça simple et efficace. D'ailleurs, on l'adapte. La semaine prochaine, à la session du Conseil, on va adopter des nouvelles priorisations, aller jusqu'en mars 2017 pour répondre aux besoins du milieu présent qui ne trouvait plus de source de financement avec l'abolition du CRI et la fermeture du CLD, entre autres. Vous avez des rôles très précis aussi en matière d'environnement. Hein? On connaît votre implication avec l'Éco-Patrouille. On a eu le bilan cette semaine avec Caroline Cloutier sur nos ondes. Il y a tout le plan de gestion justement des matières résiduelles. On le sait, là, d'ici 2020, on va rajouter une 3e poubelle à cette île. C'est le genre de choses que la MRC surveille, enfin pas juste surveiller, mais carrément responsable. Au niveau de nos responsabilités, vous venez de le dire, plan de gestion des matières résiduelles, sécurité incendie, on a un schéma au niveau de l'incendie, on est en train de faire la revision. D'ailleurs, il va y avoir des consultations publiques dans les prochaines semaines. Sécurité publique, c'est la MRC qui a une entente avec la SQ pour desservir, entre autres, au niveau des municipalités. On a la coordination se fait chez nous. Les carrières et sablières sur l'ensemble du territoire. Tout ce qui est la villégiature, les camps, on a une délégation du ministère, c'est nous qui avons la gestion pour le ministère et j'en passe là au niveau des réglementations. Ça veut dire que ça grossit quand même à la MRC là, depuis 2 ans. On a plus de personnel. On est installé sur la rue Napoléon, pas loin d'ici, des stations de radio à cette île. Là. Ça va continuer de grandir comme ça, quoi? C'est en fonction des mandats. On est en négociation avec différents ministères. On va annoncer prochainement une entente en culture pour aider les artistes professionnels. On est en négociation avec le CIS pour aider au niveau des sur les saines habitudes de qualité de vie. C'est toutes des choses là où on est rendu vraiment un acteur incontournable du milieu. Le gouvernement nous confie des sommes et la beauté pour nous, c'est justement ce qui est plaisant dans notre travail, c'est qu'on aide les organismes à les soutenir en accompagnement et surtout en financement. Surtout quand on a une marge de manœuvre sur les critères, qu'on définit nous-mêmes les critères pour accepter des projets. Est-ce que ça veut dire qu'on s'ennuie pas finalement de la conférence régionale des élus, là, que ça fonctionne aussi bien, sinon mieux qu'avant? Je vais laisser les élus répondre à cette question. Il y a toujours des questions plus politiques dans ces entrevues-là. C'est là qu'il faut que tu patines, Alain. Là. Ça, c'est l'expérience, mais vous pouvez lire le fait que ce qu'on demandait au niveau politique, on l'a obtenu, la liberté du milieu propre à nous au niveau de la concertation. C'est beaucoup plus facile de se concerter sur un pôle de 2 villes comme notre MRC que sur l'ensemble de Côte-Nord. Quand on comprend que la réalité en basse Côte-Nord et en haute Côte-Nord, c'est pas la même priorité que peut avoir un territoire comme Pont-Cartier, Sept-Îles ou même Bécomo. On va s'ennuyer des chicanes Sept-Îles, Bécomo. Mais ça avance plus facilement, ça avance plus rapidement là, si on peut comprendre là, avec les projets. On n'a plus d'obstacles comme dans le passé. C'est nous qui sommes maîtres d'œuvre chez nous. C'est sûr qu'on a des redditions de comptes, des responsabilités, mais parallèlement à ça, toutes nos unions négocient avec le gouvernement afin de faciliter justement qu'on passe notre temps pas à faire la reddition de comptes pour le gouvernement. On leur a dit, on est des créatures du gouvernement, faites-nous confiance. On n'a pas besoin d'avoir 4 vérificateurs qui passent sur le même projet. Ce qui est intéressant, le communiqué d'hier, là, c'est qu'on a la longue liste de toutes les dépenses qu'on a effectuées. C'est très transparent quand même. Là, je parle du fonds là, de développement des territoires, au-dessus de 876 000 $ qui ont été dépensés dans plusieurs projets. On a donné de l'argent à nos corporations de développement économique, mais aussi à plein de corporations là, comme le transport collectif, Vieux Quai en fait, et bien d'autres. Ce qui est encore plus intéressant, c'est qu'il y a 1,3 million peut-être de disponibles pour la prochaine année aussi, là, même si l'année est avancée. C'est le temps d'aller vous voir, de regarder qu'est-ce qu'on peut faire avec la MRC? Ça c'est clair. Vous pouvez facilement rentrer en contact avec nous. Vous pouvez nous appeler ou passer par notre site internet. Toute l'information est là. Mais ce qui est l'essentiel de retenir, c'est que si vous avez une idée, vous avez un projet, gênez-vous pas, appelez-nous. Si c'est pas nous qui s'en occupons, on va être capable de vous référer si ça touche le développement économique pour avoir l'accompagnement au niveau des corporations. On travaille avec la SADC, on travaille avec les organismes du milieu
milieu. On est rendu un acteur incontournable, considérant que c'est nous qui avons les budgets. On n'a pas nécessairement tout le temps les ressources, mais le fait qu'on ait l'argent, le financement, on est interpellé dans presque tous les dossiers. Et c'est une enveloppe qui est récurrente. On va avoir minimalement 824 000 $ à dépenser dans le milieu, aller jusqu'en 2020. Et pour l'instant, avec la fermeture de la CRE et du CLD, les surplus doivent être obligatoirement réinjectés dans ce fonds-là, selon nos règles en vigueur. Parce qu'il me semble qu'avant, on parlait de vous autres seulement dans les milieux comme au lac d'Aigle, qui est un territoire qui fait pas partie ni de Sept-Îles, ni de Port-Cartier, Galix. La ruralité, c'est ce qu'on subventionnait à la MRC. Mais là, on peut aller dans des projets de centre-ville et partout, là. Ben, d'ailleurs, au niveau de l'ancien programme du parc rural, la municipalité de Sept-Îles a été exclue. Il y avait seulement certains secteurs au fil des années qui avaient le droit, soit Moisy, Galix en périphérie. Maintenant, on a tout aboli ces critères-là. On a fait plus de distinction entre les organismes par rapport au milieu. C'est sûr qu'on garde des enveloppes privilégiées pour les secteurs en périphérie pour s'assurer qu'eux aient leur juste part au moment qu'ils auront des projets, mais on n'a pas toujours des projets là à tous les mois là qui viennent des périphéries, mais ça aide les municipalités à réaliser des projets, des organismes. Prends juste un exemple, Homme Sept-Îles nous a approché, on a donné 20 000 $ pour une subvention pour les aider dans le projet de la maison Oxygène. C'est pas de quoi qui s'est réalisé là, mais on a réservé les crédits pour éventuellement, quand ça va fonctionner, on va être capable de s'assurer. Comptoir alimentaire cette année, on a participé l'emballage au niveau de la préservation des aliments. Quand on fournit, on aide beaucoup au niveau des équipements. On essaye de pas être dans des projets récurrents. L'aide aux nouvelles organisations. On n'est pas là pour payer des salaires, mais on est là pour aider au niveau des infrastructures, les gens, pour qu'il y ait de la pérennité puis que ce soit plus facile là, à s'organiser. Ben c'est le fun. Tout ça, c'est un petit peu dépolitisé. Finalement, on fait plus les choses comme avant. Là, pas besoin de payer une bière au maire pour avoir une subvention de la MRC. Là. Ça a jamais marché de même, ça ne marchera pas de même. D'ailleurs, les élus, c'est les premiers à vouloir s'enlever un peu de ces comités-là pour pas être partis avec la transparence. C'est des comités d'investissement qui analysent les projets complètement indépendants en provenance de partout avec des bonnes ressources. On traite dans ces jours-ci les comités d'investissement pour aider les entreprises. On a mis plus de 385 000 $ pour aider nos PME à passer à travers la crise dans la dernière année. Et tout ça, c'est évalué par des gens avec des compétences et ça va très bien. Bon. C'est parce qu'Alain et moi, Valérie, même dans la cinquantaine, on est encore jeunes parce que l'époque où il fallait payer la bière au maire, c'était à l'époque de Duplessis, ça. Effectivement. Alain Lapierre, directeur de la municipalité régionale de comté de Sept-Rivières, un gros merci pour ta présence à Côte-Nord Attitude ce midi. Ça fait plaisir, merci. Attitude. La salle de spectacle Jean-Marc Dion, en collaboration avec Multilogie et l'Hôtel Voyageur, vous présente le jeudi 15 septembre à 20h Hugo Lapointe et Valérie Lahaye. Ce que la vie a à offrir. Portés par des accords qui ont leur place au soleil, au détour du jazz, du swing, du folk, voire du latino, Hugo Lapointe s'immisce dans notre paysage musical en brandissant son zèle pour la fiesta et les rythmes qui ont du punch. Célibataire, je commence à m'y faire. Valérie Lahaye assurera la première partie du spectacle en vous présentant son tout premier album, Sans dire un mot. Les billets sont encore disponibles au 9620100 ou achetez-les en ligne en tout temps au www.spectacle-7-il.com. Votre salle de spectacle présente pour vous sur Facebook. Si une vie sans amour est une vie de foutu, moi j'étais foutu Encore des nouveaux souliers. 50% de rabais sur la boutique Attraction. Nouvelle robe aussi. 50% de rabais sur la boutique Attraction. Bref, juste à t'inviter à souper, hein? Où ça? Laisse-moi le temps d'aller choisir sur la boutique Attraction. Chérie, lève-toi. Faut aller pelleter. Il a neigé pas mal hier. Oh, la boutique Attraction. Non. Tu me dis pas? Oui, madame. Resto cadeau sorti, toujours à moitié prix. Boutiqueattraction.com. Saviez-vous que la majorité des incendies mortels surviennent dans les résidences? Dans la plupart des cas, les pompiers ont constaté qu'il n'y avait pas d'avertisseur de fumée ou encore que celui-ci n'a pas fonctionné, souvent en raison d'une pile absente ou épuisée. Rappelez-vous qu'un avertisseur de fumée et une pile en bon état, c'est comme avoir chez soi un pompier qui surveille 24 heures sur 24. Aujourd'hui, pensez à changer la pile de votre avertisseur de fumée. Une invitation de votre service municipal de sécurité incendie et de votre station de radio locale. Jusqu'à 13h. Côte-Nord. Côte-Nord. Attitude. Pure FM. 94.1.
Ma collègue Valérie Dionne était la tête d'affiche l'an dernier lors du défi tête à prix de l'Association du cancer de l'Est pour chez nous, pour Sept-Îles. Ça se passait à Place de Ville. Cette année, elle a passé le flambeau, entre autres, lors d'une entrevue la semaine dernière à Côte-Nord Attitude. Valérie, je vais te laisser le lead puisqu'on reçoit une porte-parole de l'Association du cancer de l'Est qui a bien des services disponibles chez nous à Sept-Îles-Port-Cartier. Voilà, exactement. Et d'ailleurs, pendant que tu effleures le sujet de la tête d'affiche, oui, on l'a reçu la semaine dernière. C'est Steven Sanson de chez Olivier Ford cette année qui va se faire raser le 15 octobre prochain au défi tête à prix. Ce sera toujours à Place de Ville. Et effectivement, ce midi, on reçoit Nancy Renaud qui est directrice des services par intérim. Bon midi. Bonjour. Donc, vous allez organiser des portes ouvertes cette semaine. En fait, c'est demain que vous allez pouvoir recevoir la population de cette île à vos bureaux parce que on en parlait un petit peu en début d'émission. On sait que l'association, elle est basée à Rimouski. On sait qu'il y a le défi tête à prix. On sait qu'on se fait raser chaque année. Oui. Mais peut-être qu'on sait pas qu'il y a des locaux à cette île de l'association. Tout à fait. Puis on s'est dit que ça vaut la peine d'aller faire un tour, rencontrer les gens de cette île pour leur parler des services qui existent, qui sont souvent méconnus. C'est un peu normal quand on n'est pas touché par cette maladie-là. C'est pas quelque chose nécessairement qui reste dans notre cerveau là, de cette information-là. Mais dès qu'on a besoin de services, c'est intéressant, c'est important de savoir qu'on n'est pas tout seul. Donc depuis quelques années, oui, on a un local au MOXI, la Maison des organismes communautaires de cette île, qui nous permet d'offrir plusieurs services, dont le service d'accompagnement Personneige, qui est offert par des bénévoles qui offrent des activités de groupe. Et quand je vous parle d'activités de groupe, là, c'est une activité par semaine ou presque là qu'ils offrent aux personnes atteintes de cancer et leurs proches. Ça se passe souvent là dans le local du MOXI. On parle de différentes activités, des activités d'information, des activités de loisirs, des activités aussi de l'activité physique comme marcher, des activités de l'exercice léger. Il y a des conférences sur les questions financières, un médecin qui répond à vos questions, des cafés-rencontres pour seulement discuter un peu de tout et de rien. Donc, Personneige est là depuis plusieurs années ici à cette île, puis ils ont vraiment une belle expertise là, pour offrir des activités adaptées à la clientèle. On a aussi le service de prêt de prothèses capillaires qui est là depuis plusieurs années, qui nous permet d'offrir la possibilité aux gens qui perdent leurs cheveux pendant leur traitement d'avoir accès à une prothèse capillaire gratuitement. C'est des prothèses qui sont bien entretenues, c'est des bénévoles qui les rencontrent de façon confidentielle, individuelle, sur rendez-vous. Et on peut utiliser cette prothèse-là le temps qu'on en a besoin, tout le temps des traitements et jusqu'à temps que la personne se sente à l'aise de vivre, là, de se montrer en public sans sa prothèse. On a aussi un service de massothérapie depuis le printemps dernier qui a lieu dans la clinique de chimiothérapie ici, à l'hôpital de cette île. Donc, on a une massothérapeute certifiée en oncologie qui est là 3 heures semaine pour offrir des massages gratuitement à la clientèle qui est en traitement de chimiothérapie puis aux proches qui les accompagnent. On a des guides aussi qu'on offre gratuitement, des guides d'information, d'orientation pour les personnes touchées par le cancer. Et notre visite aussi aux portes ouvertes là, de demain vont vous permettre de connaître aussi un service qui a lieu à Rimouski, mais vous voyez, on est venu avec elle et elle a apporté tout son matériel. C'est notre conseillère Denise Proux qui s'occupe du service chez Martine, qui est un service de vente et d'ajustement de prothèses mammaires et de vêtements adaptés. C'est pas rien. Elle en a c'est le plus gros inventaire dans l'Est du Québec. C'est nous qui l'avons. Et ça permet vraiment aux femmes qui ont une mastectomie partielle ou totale là, d'avoir accès à un service complet, confidentiel. Les gens, quand ils repartent de la boutique avec Denise, ils ont tout leur matériel et ils ont tout, ça a été tout ajusté. Donc, Denise est ici aujourd'hui. Elle prend des rendez-vous là jusqu'en soirée au besoin là pour les dames de cette île. Donc de temps en temps, on se promène comme ça pour pouvoir rendre le service accessible. Oui, et vous c'est beaucoup ce que vous faites là, c'est du soutien moral en fait, principalement l'Association du cancer de l'Est du Québec. Les gens on parlait de ce fameux effet placebo en début de semaine. On disait que nous on y croyait à cette espèce de pensée positive d'être dans un bon environnement. Oui. Donc vous concentrez là-dessus là. C'est sûr que nous ce qu'on veut c'est apporter un mieux-être
mieux-être aux gens, parce qu'on peut pas garantir on peut pas garantir la guérison, on peut pas garantir rien. Chaque personne a une situation différente, a un diagnostic différent, a des traitements. Les traitements sont différents d'une personne à l'autre. Le corps réagit pas de la même façon. Fait que ça, c'est le côté médical que nous, on peut pas. On travaille pas dans ce domaine-là. On s'occupe du reste, nous autres. On s'occupe de rassurer les gens au niveau financier parce qu'on a une agente de relations humaines qui est à Rimouski, mais vous pouvez appeler sur notre ligne 1-800-463-0806, contacter ma collègue et elle fait tout le soutien financier qu'elle peut trouver pour les personnes. Elle prend la situation financière de la personne, puis elle regarde à travers toutes les fondations, les programmes du gouvernement qui existent. Qu'est-ce qu'on peut faire pour aider les gens? Donc, au niveau financier, mais au niveau moral, au niveau psychologique. Donc, on a vraiment... Notre but, c'est d'apporter un mieux-être aux gens, quoi qu'il arrive dans le futur. Mais la plupart des gens, de plus en plus, les gens survivent à cette maladie-là. Puis ça, c'est important parce que c'est pas parce qu'on survit à la maladie on revient comme avant. Souvent, les gens vont nous dire il y a un avant puis il y a un après. Fait qu'il faut accompagner ça, cet après-là. Des fois, ça a besoin d'être un peu accompagné. Et non seulement les personnes qui sont atteintes de cancer, mais leurs proches aussi, eux aussi, vous leur apportez du soutien. Oui, les services qu'on offre sont toujours offerts autant aux proches, autant qu'à la personne atteinte, parce que les proches, souvent, ce qu'ils vont vivre, c'est de l'impuissance. On voit la personne malade, on voit qu'elle peut avoir des douleurs, elle peut mal réagir au traitement, elle peut avoir des craintes. On a nos propres craintes en tant que proche. Des fois, on est éloigné. Moi, étant une fille qui vit à Rimouski, mais ayant des parents qui vivent vraiment au Nouveau-Brunswick, bien loin, si mes parents sont malades, moi, je suis loin. Fait que je me sens vraiment impuissante, puis on n'est pas toujours au courant. Donc, on vit plein de choses. Chaque personne est différente. Chaque personne vit ça à sa façon. Puis il faut être capable d'avoir un endroit où on sait qu'on va avoir le soutien, puis on va avoir une oreille qui va nous écouter. Vraiment, écouter, là, c'est comme prendre le temps d'entendre ce que les gens nous disent, c'est souvent 90% du travail de fait. La madame m'a impressionné, Valérie, avec sa liste de choses, là, de services disponibles. Honnêtement, je pensais pas que personnage là offrait autant de services. On a un local, c'est ce qu'on va pouvoir visiter demain. Oui. Est-ce qu'on a une clientèle aussi? On aimerait ça pas avoir affaire à vous autres, jamais. Ça, hein? Tout à fait. On aimerait ça pas avoir de cancer, puis jamais d'entendre parler, puis pas d'en voir autour de nous autres. Mais malheureusement, ça arrive dans presque toutes les familles. On a une bonne clientèle quand même dans une ville comme cette île. Écoutez, on dit maintenant qu'une personne sur 2 va avoir un épisode de cancer au cours de sa vie. Donc, on est presque à 1 sur 2. Tu nous impressionnes par tes services, mais là, tu nous déprimes, là. Non, ce que je veux vous dire aussi, c'est que de plus en plus, les gens survivent à ça, puis c'est vrai, là, les gens peuvent même avoir éventuellement 2 et 3 cancers, mais sont encore là avec une qualité de vie, parce qu'il faut pas l'oublier, là, maintenant, les traitements sont de plus en plus spécialisés, la recherche avance aussi, donc, il faut pas être découragé, mais ça reste une réalité, donc. C'est ça qu'on a besoin, un peu d'espoir, quand on est rendu à venir vous voir. Le soutien psychologique, ça doit être drôlement important. Oui. Surtout quand on est en région, ici à cette île, malheureusement, il y a des services qu'il faut se déplacer, aller chercher à Québec. Des fois même aller les chercher à Rimouski où vous avez une maison, vous nous hébergez. Oui, à l'hôtellerie au Maire-Brazeau qui est là pour héberger tous les gens, toute la clientèle de l'Est du Québec qui a besoin d'avoir accès à des services en oncologie, là. Donc, oui, on est là. Puis, moi, ce que je tiens à mentionner, parce que des fois, il peut y avoir des craintes quand je parle de la crainte au niveau financier, c'est que on a une parole souvent à l'association, on dit souvent il n'y a pas personne qui viendra pas à l'hôtellerie parce qu'elle est pas capable de payer, parce que c'est un faible coût, là, on parle de 26 $ la nuitée qui comprend un déjeuner puis un dîner. Mais si quelqu'un a pas les moyens de payer le 26 $, là, inquiétez-vous pas. Vous ne mettrez pas dehors. Arrivez, on va organiser ça avec vous autres après. C'est ce que j'oublie. Faut jamais oublier parce que c'est souvent une crainte que les gens ont, mais on s'organise. Ça doit être assez difficile à calculer, mais ça veut dire que moi, si je fais un don là ici à cette île pour l'Association du cancer de l'Est du Québec, il y a des grosses chances que ça serve à du monde de chez nous. Tout à fait. Si on regarde au niveau des nuitées, au niveau de l'hôtellerie, juste ça, parce que c'est assez éloquent, c'est 12% de notre clientèle, de nos nuitées qui deviennent des gens de la Côte-Nord. Donc, ça pourrait être probablement plus, mais bon, il y a toutes sortes de raisons qui ne nous appartiennent pas, là. Mais ce qui est important de savoir,
savoir, c'est que l'hôtellerie, elle existe, puis elle existe pour cette clientèle-là, pour la clientèle de la Côte-Nord au complet, là. Ben, Valérie, tu vas être obligée d'aller te refaire raser les cheveux. Non, ils ont poussé d'abord, regarde. Oui, c'était quasiment les cheveux longs. Mais tu sais, Jean, moi, j'en parle souvent de ce défi-là parce que souvent les gens m'en parlent parce que c'est marquant. Là, on s'entend, j'ai été un petit bout pas de cheveux l'année passée. Puis pour vrai, là, moi, je le referais. Je le referais. Peut-être pas cette année, là, mais si l'occasion se représente, pour vrai, je n'hésiterai plus. Tu sais, cette espèce d'hésitation qu'on a avant de se lancer dans le défi, hey, c'est tellement rien comparé à des gens qui perdent leurs cheveux parce qu'ils sont malades. Moi, là, ils repoussent, sont en santé, sont encore plus beaux que jamais. Donc, dans le fond, de se faire raser les cheveux, c'est absolument rien. Donc, moi, j'invite tous ceux là qui auraient peut-être là cette petite envie-là, qui se disent je voudrais peut-être le faire. Ben, défi tête à prix c'est défi têtes à prix .org, c'est ça. défi-têtes-à-prix.org. Allez vous inscrire, puis ça vaut tellement la peine. Tout à fait. Ouais, et puis chapeau à ceux qui l'ont fait l'an dernier, ceux qui s'engagent à le faire cette année, que ce soit ici, à Sept-Îles ou ailleurs, là, sur la Côte-Nord ou dans l'Est du Québec. Surtout pour une femme, je trouve que c'est un engagement considérable, là, de s'afficher, pas de chevelure pour une madame pendant plusieurs semaines après un tel engagement, là. C'est pas si évident que ça. Ah, mais tu sais que ça se fait l'automne, donc les tucs, après ça, pas de problème. Oui, tout à fait. Puis on se découvre des nouvelles pour l'avoir fait 3 fois. Oui. on se découvre vraiment une personnalité nouvelle. En tout cas, moi, je me suis mis à mettre des jupes, ce que je portais pas avant. C'est tellement ça, là. C'est tellement ça. Moi, j'ai comme découvert mon visage, on dirait. Quand j'ai fait le défi tête à prix, c'est fou, là, mais c'est ça quand même. Puis ça te change au niveau humain. Fait qu'à un moment donné, là, de quoi t'as l'air, là? Je pourrais-tu juste ajouter une dernière chose, parce que c'est un nouveau service qu'on offre depuis l'année passée que je trouve très important, qui sont nos conférences virtuelles sur le web gratuitement. Maintenant, à partir depuis l'année passée, on offre des conférences de façon régulière. On en a plusieurs déjà sur notre site web. Des conférences sur le web gratuitement. C'est des conférenciers spécialisés. On parle de sexualité, on parle du retour au travail, on parle de toutes sortes de thèmes, de la nutrition, etc. Et les gens peuvent s'inscrire. Ils peuvent avoir accès à la conférence gratuitement en direct le jour de la conférence sur leur ordinateur, sur leur tablette, tout ce que de quoi de très simple. Là. Et mais ensuite, ce qui est beau de cette histoire-là, c'est qu'ensuite elles sont disponibles en différé, toutes ces conférences-là sur notre site web. Vous cliquez sur nos conférences virtuelles et vous avez accès aux conférences complètes avec le PowerPoint complet en tout temps. Ben voilà, pour plus d'informations, pour avoir des services ou avoir toute l'information, il y a 2 journées portes ouvertes, c'est ça, demain? Une seule. Demain, une seule journée. Oui. Fait que manquez-le pas. Je pensais qu'il y avait 2 journées. Fait que c'est demain, jeudi, 16h, le 15. En fin de journée, donc, on se présente à la Maison Alouette sur la rue d'Aquin. Merci beaucoup. Un gros merci, Madame Nancy Renaud de l'Association du cancer de l'Est du Québec pour votre passage en direct à Côte-Nord Attitude aujourd'hui. Ça m'a fait plaisir. Jusqu'à 13h. Côte-Nord. Côte-Nord. Attitude. Le 94.1 Pure FM vous présente le marché aux puces 2 fois par jour, du lundi au vendredi. Vous voulez vous départir d'un objet qui pourrait faire le bonheur de quelqu'un d'autre ou rechercher quelque chose que vous ne trouvez nulle part? Passez nous voir au 365 Boulevard Nord. De Nashville à la Côte-Nord. Bonjour, ici Jean-Roch Comédie. Ici Julie Darèche. Bonjour, ici Ronald Poirier, le cowboy des îles. Ici Patrick Normand. Bonjour, ici Herman Deb. Ici David Darèche. C'est un rendez-vous 94 ans, ce samedi 17h. Pure FM 94.1. La chronique économique vous est présentée par Développement économique Sept-Îles. Pour notre chronique économique aujourd'hui, on va parler des entrepreneurs de 50 ans et plus, un phénomène qui devrait être en augmentation, le démarrage d'entreprises par des gens qui ont plus de 50 ans. C'est que Développement économique Sept-Îles accueillera Dominique Biron pour une conférence gratuite. À part ça, c'est prévu le 27 septembre prochain. C'est probablement le temps de réserver des places là si ça vous intéresse. Mais c'est un sujet très intéressant. De plus en plus de gens de 50 ans et plus vont démarrer leur business au cours des prochains mois, des prochaines années.
années. C'est du moins ce que prétend Madame Dominique Biron, qui a étudié sérieusement la question. Bonjour, Madame Biron. Bonjour. On a aussi avec nous Paul Lavoie, là, de Développement économique Sept-Îles. Bonjour, Paul. Ça va bien. Madame Biron, vous êtes une pionnière dans l'étude de ce qu'on pourrait appeler les entrepreneurs seniors, les entrepreneurs matures. Comment vous les appelez, les entrepreneurs de 50 ans et plus, vous? Ah ben justement, c'est tellement nouveau comme phénomène que la terminologie, on s'entend pas encore sur la terminologie. Donc moi, je les appelle les entrepreneurs seniors. Ah oui, je préfère ça à mature. Oui, c'est plus beau. C'est effectivement plus beau. Mais non, là, effectivement, ça démontre comment ce sujet-là est nouveau dans la recherche, puisque même les chercheurs ne s'entendent pas vraiment sur la terminologie à lui donner. Donc, en anglais, on va prendre Senior Entrepreneur, Elderly Senior Entrepreneur, donc un paquet de noms. Mais en français, il semble avoir un consensus vers entrepreneur senior. Ouais. Est-ce qu'on peut dire que ça va avec le vieillissement de la population? Là, au Québec, d'ici 2030, ça va être quoi? 25% de la population qui aura 50 ans et plus. C'est un peu le même phénomène partout dans le monde. Donc, il va y avoir de plus en plus d'entrepreneurs vieillissants. Bon, on peut s'attendre à ça compte tenu du poids démographique là, des personnes âgées de 65 ans et plus. Au Canada, actuellement, c'est 13%. D'ici 2030, on s'attend à ce que ce soit autour de 25-26%. Aux États-Unis, c'est 30%, mais en Europe, déjà, c'est 40% d'ici 2030. Donc, ils sont déjà vis-à-vis ce phénomène-là. Il est plus marqué, d'ailleurs, par ailleurs, en émergence actuellement, qu'ici au Canada. On le constate de façon très, très significative, là, surtout en France, en Angleterre, Norvège, Finlande, tous ces endroits-là. Ça veut dire que les gens, pour leur retraite, finalement, parce que quand on a passé 50 ans, on commence à planifier leur retraite. Il y a des gens qui voient leur retraite avec une entreprise. Il y a des gens qui voient leur retraite avec une entreprise, effectivement. En fait, même si on peut parler de pré-retraités, même. D'ailleurs, mon sujet de recherche, j'ai inclus les 50 ans et plus qui démarrent une entreprise pour la première fois. Et c'est ce qui est particulier, en fait. C'est pas des entrepreneurs en série. C'est vraiment des entrepreneurs qui sont novices, mais novices à 50 ans. Donc, il y a des particularités, des spécificités qui sont liées à ce groupe d'âge-là comparativement à un entrepreneur, à autres types d'entrepreneurs qui sont plus jeunes. Ouais, parce que vous dites novices, mais c'est quand même des gens qui ont de bonnes expériences. Ils ont cumulé des bonnes expériences dans des milieux de travail, souvent en gestion d'ailleurs. Souvent en gestion, tout à fait. Ou ça peut être aussi dans le domaine technique. Et quand c'est dans un domaine plus technique, à ce moment-là, la littérature dit pour le moment que les individus sont plus portés à partir d'une entreprise dans la même sphère d'activité qu'ils œuvraient là, dans leur carrière finalement principale. Alors que les gens en management qui ont des expériences de gestion vont partir autant dans des domaines qui sont liés à leur domaine d'expertise, mais également à des domaines de hobby, par exemple, un hobby, quelqu'un qui fait du vélo toute sa vie puis qui décide de démarrer une boutique de vélo, par exemple. Ah ben là, vous êtes tombé sur le bon gars, là. Mon ami Paul Lavoie, qui est de Développement économique Sept-Îles, c'est un amateur de vélo, de kayak de mer. Vous êtes en train de suggérer des voies d'avenir. Paul, c'est un petit peu ce qu'on cherche, hein. À Sept-Îles, on est vraiment à l'étape où on veut diversifier notre économie. Oui. Pourquoi pas le faire avec des gens de 50 ans et plus? Ben, tout à fait. En fait, c'est des gens qui ont des idées. On parle énormément d'entrepreneuriat jeunesse depuis plusieurs années. Sauf que l'entrepreneuriat, c'est quelque chose qui s'adresse à tout le monde. Bon, évidemment, on parle de professionnels qui sont peut-être en fin de carrière ou en milieu de carrière qui voudraient peut-être se lancer. Ici, on a une réalité, étant donné l'économie qui a été difficile récemment aussi. On a des gens qui ont tout simplement eu une carrière qui s'est terminée assez abruptement, par exemple chez Cliff, puis peut-être que c'est ça la voie d'avenir pour eux, plutôt que de quitter la région, penser à se lancer en affaires. On parle plus d'entrepreneuriat contraint à ce moment-là, sauf que évidemment, c'est quelque chose qu'on essaye de mousser le plus possible. C'est vrai qu'on met beaucoup d'efforts. On parle souvent des jeunes entrepreneurs. Il y a le maire de Montréal là, qui vient de venir avec le réseau des jeunes chambres, justement, pour nous en parler. Madame Biron, les jeunes entrepreneurs, c'est bien, mais pourquoi pas les matcher avec des gens d'expérience, justement? Ben, c'est une solution, en effet. C'est une possibilité pour eux. D'ailleurs, on le voit de plus en plus, surtout dans la relève entrepreneuriale où les parents vont reprendre une entreprise avec leurs enfants ou ils vont démarrer carrément une entreprise avec leurs enfants. C'est un rêve. En fait, M. Lavoie parlait de l'entrepreneur contraint. Dans la littérature actuellement, ce qui est très, très peu connu, mais tout de même, il y a certains balbutiements. Donc, il y a une petite
typologie qui a été élaborée à partir de la théorie qui demeure approuvée, là, bien évidemment. On parle de 3 types d'entrepreneurs. Donc, l'entrepreneur qui va accomplir son rêve, on appelle l'entrepreneur refoulé, en fait. Alors, il a toujours voulu. Oui, il en rêvait depuis l'enfance, lui. Pour toutes sortes de raisons. Donc, décide qu'il tout d'un coup passe à l'action. Ça peut être par des facteurs de motivation pour le futur de leurs enfants ou encore pour accomplir leur propre rêve. Il y a l'entrepreneur qui est de type rationnel, qui lui va le faire plutôt pour une question, dans le fond, de prestige, de gloire, d'honneur, etc. Et il y a le contraint, qui lui devient entrepreneur par obligation, qui est motivé là, parce que il a besoin de combler ses ressources là, pour conserver son même niveau de vie. Et il y a aussi un autre entrepreneur qui commence à émerger, qui est le lifestyle entrepreneur, qui est celui qui va, comme je vous parlais tout à l'heure, qui va démarrer plus dans son hobby, dans son plaisir. Dans le secteur qui le passionne, oui. Ouais, c'est ça. Et les 50 ans et plus, on peut les trouver dans tous les secteurs de l'économie, quand même. Oui, tout à fait. Comme je vous disais, ça peut être autant dans le domaine manufacturier. Moi, j'ai fait une étude, j'ai fait 12 cas là, d'analyse, puis j'en avais dans le domaine manufacturier, comme je pouvais en avoir dans le domaine de la gestion, comme ça peut être plus rapproché d'un type de catégorie de travailleur autonome, c'est-à-dire juste une personne là, qui offre ses services, là, surtout par rapport à son expertise qu'il a développée au fil des années. Et votre idée, votre étude, Madame Biron, là, c'est d'essayer de comprendre tout ça, bien le cerner, parce que, bon, on encourage souvent, il y a des programmes pour encourager les jeunes entrepreneurs, mais il faudrait peut-être aussi favoriser, ouvrir la porte aux entrepreneurs, justement, de 50 ans et plus, qui veulent démarrer une première entreprise. Oui, tout à fait. En fait, ce dont je vais parler à la conférence le 27 septembre, c'est sur la construction identitaire entrepreneuriale. Donc, on dit que 4 éléments qu'un individu doit se percevoir comme étant capable de démarrer une entreprise, comme étant capable aussi d'élaborer un plan d'affaires, comme étant capable de gérer les finances. Alors, si un de ces éléments-là est pas présent, c'est souvent un frein au passage à l'acte d'entreprendre. Alors, une des façons de combler, si on n'a pas ces 4 éléments-là, bien c'est, par exemple, de s'adjoindre ses enfants, par exemple, qui ont une expertise dans un domaine plus précis, ou encore un partenaire, ou encore aller chercher de l'aide sous forme de mentorat, ou encore de coaching, de consultant, etc., mais qui va venir combler un de ces 4 éléments-là. Et quand on connaît, ou on est capable de mettre un mot ou un vocabulaire sur ce qui fait qu'on démarre pas, déjà il y a une conscientisation, et là, on est en mesure de dire, OK, je vais aller chercher telle ou telle personne qui va venir combler ce que je viens d'identifier comme étant manquant dans mes compétences, et ce qui fait que je ne démarre pas. J'imagine que vous concluez que c'est très souhaitable, qu'il y a de plus en plus d'entrepreneurs de 50 ans et plus. Actuellement, est-ce que c'est bien perçu, l'entourage de ces gens-là? On a tout l'encouragement voulu quand on veut partir une entreprise, ou on se fait dire, t'es bien rendu trop vieux pour ça? Ça fait justement partie d'un des freins à l'entrepreneuriat senior, la discrimination. Donc, si on est dans un environnement culturel qui ne favorise pas ce développement-là, bien nécessairement, il va y avoir un frein encore plus important. Par contre, il y a des stratégies qu'on a vu que les seniors mettent en place, qui sont différentes stratégies. Par exemple, le senior va tenter de changer l'opinion des autres. Donc c'est une stratégie qui est plus active. On veut modifier le comportement, on veut modifier l'idée des autres. Il y a des stratégies aussi de modification. On va changer de groupe. On dit, OK, moi je me tiens plus avec cette gang-là parce que cette gang-là sont trop négatifs. Donc il y a des stratégies comme ça. Il y a des stratégies d'évitement aussi où là on cache, où on fait semblant qu'on n'a rien compris, qu'on n'a rien entendu. Alors il y a une sorte de stratégie quand même qui a été actuellement là, recensée. Alors, mais c'est ce qui peut démontrer là, finalement comment la culture peut venir influencer. Par ailleurs, on constate au Canada qu'il y a quand même une croissance de création entrepreneuriale chez les 50 ans et plus, mais au Québec, on est un petit peu plus faible que le reste du Canada. Alors ça pourrait peut-être s'expliquer par la culture entrepreneuriale, notre histoire de culture entrepreneuriale au Québec comparativement chez les anglophones, par exemple. Eh bien, c'est un sujet très, très intéressant. Moi, j'ai hâte à votre conférence, surtout que c'est gratuit. Vous allez être à l'Hôtel des gouverneurs de Sept-Îles le 27 septembre en début de soirée à 18h. Paul Lavoie, il suffit de s'inscrire auprès de Développement économique Sept-Îles. On en veut des entrepreneurs de 50 ans et plus chez nous. Tout à fait. Vous pouvez nous rejoindre. Les coordonnées sont sur le site web de Développement économique Sept-Îles. Je tiens à dire que, évidemment, ça s'adresse aux intervenants
en développement économique. Moi, j'ai super hâte à ça. Mais aussi, si justement vous êtes dans cette tranche d'âge-là, vous y pensez, c'est peut-être même un rêve très loin pour vous. Venez voir, venez entendre parler, ça va être très intéressant pour vous. Et si vous êtes un entrepreneur en recherche de relève, comme la plupart des entrepreneurs, peut-être que les gens de 50 ans et plus dans votre entreprise, c'est une clientèle cible à laquelle vous n'avez pas pensé. Donc, venez voir, puis peut-être emmenez-en 2-3 avec vous. On va avoir des beaux renseignements pour vous. La conférence s'intitule « Entreprendre à 50 ans, est-ce possible ?» avec Dominique Biron qui a hâte de venir à Sept-Îles. En plus, elle m'a dit avant l'entrevue là, que si elle avait le choix entre Naples puis Sept-Îles, son choix exotique, ça serait Sept-Îles. Tout à fait. Vous avez tout à fait raison. J'ai bien hâte de vous retrouver. Ben, le 27 septembre, il n'y a pas de date limite pour l'inscription. On fait ça cette semaine, Paul? Cette semaine ou la semaine prochaine, il n'y a aucun problème. On prend tout le monde, on va avoir de la place. Un gros merci donc Développement économique Sept-Îles qui invite les gens à cette conférence le 27 septembre prochain. Madame Biron, un gros merci pour l'entrevue à la radio. Ben merci, ça fait plaisir. La chronique économique était une présentation de Développement économique Sept-Îles. Mais voilà, 13h02, ça complète notre émission Côte-Nord Attitude. Jean Saint-Pierre et Valérie Dionne est avec vous ce midi. Demain, Tommy Auger va co-animer l'émission avec moi, Tommy de Cogeco TV. On a la visite d'un ministre ce soir à Sept-Îles, le ministre responsable de la stratégie maritime qui est de passage au port de Sept-Îles vers 17h30. Sans doute qu'on va en parler demain à Côte-Nord Attitude, notre émission d'actualité chaque midi.